Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre pour ce numéro de votre émission. Nous sommes à nouveau installés dans la médiathèque de l'Institut français de Ouagadougou, anciennement appelé Centre culturel français Georges Méliès. Et pour écrire les pages de cette émission, un forgeron, fils de forgeron, qui porte la voix de ses ancêtres au-delà des âges, mais aussi des siècles pour ses contemporains, mais surtout pour la postérité. Il est certainement l'un des plus doués de sa génération, artiste comédien, conteur. Kietga Pengwende, alias KPG, joue au théâtre, au cinéma et à la télévision. Quand il a le temps et que le compte lui laisse un peu de temps, il slame, mais il écrit également. Paroles de forgeron, son dernier ouvrage paru en avril 2013 est d'abord des paroles d'initiés aux dimensions philosophiques, mystiques et politiques. Ensuite, Paroles de forgeron est aussi un spectacle joué sur scène, comme pour porter la vérité de ses ancêtres à la face du monde. KPG, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Pour qu'on se comprenne très rapidement, pour vous, le forgeron, ce n'est pas que seulement le travailleur du fer. Le forgeron, c'est bien plus. Qui est le forgeron? Alors, donc, le forgeron, ce n'est pas seulement celui qui travaille le fer, comme vous l'avez dit, parce qu'en fait, nous, on ne confond pas ceux-là, les artisans qui fabriquent les outils et ceux-là qui sont les vrais initiés de la forge. Parce que, en fait, être forgeron, ça nécessite en fait une certaine initiation aux lois de l'espace, aux lois de la nature, à tout ce qui est formation universelle. Donc, du coup, un forgeron, ce n'est pas seulement ceux-là qui vont prendre le fer ou bien qui vont chercher le fer, acheter le fer, venir à la forge, taper, confectionner un outil. Parce qu'en fait, au niveau de la forge, nous, dans notre société, d'où je viens, on me dit qu'on ne devient pas forgeron, on est forgeron. On est forgeron et vous dites également dans votre ouvrage Paroles de forgeron que être forgeron nécessite une initiation aux lois de l'espace et du temps. Oui. Bref, le forgeron pour vous, c'est un médiateur entre l'homme et l'entité suprême. Qui est l'entité suprême? L'entité suprême ici, dans ce livre-là, c'est le Dieu suprême, le maître de l'univers. Wenam. Wenam. Parce qu'en fait, quand on cherche même la racine Wenam, il y a le Wend. Et j'ai joué un jour à chercher Dieu. C'est quoi Dieu? Est-ce que Dieu est dans l'espace? Dieu est dans les arbres? Dieu est où exactement? Et donc, du coup, j'ai essayé de chercher dans les étymologies, l'origine des mots par le Wend. Quand j'ai cherché Wend, Wend c'est Dieu. Maintenant, je cherche Wentole. Wentole qui est le reflet de Dieu. Donc, du coup, c'est de là qu'est sortie l'entité suprême qui supervise et qui crée les choses et qui les anime, qui donne la vie à ces choses-là. Paroles de forgeron, je l'ai dit, c'est un ouvrage d'une 50aine de pages. Exactement. Et vous vous désolez de ce manque de repères pour l'Afrique. Et dans le même temps, le paradoxe, vous invitez l'Afrique à quitter la préhistoire pour entrer dans l'histoire. Pour vous, comment tout cela est possible? Dans cette phrase, je crois qu'il y a, comment on appelle ça, qu'est-ce que j'ai dit là-bas? J'ai dit tourner le dos au folklore et à la superstition pour enfin trouver une vraie place dans l'histoire. Parce qu'en fait, il y a des gens qui pensent que tout ce qui vient de l'Afrique, tout ce qui est africain n'a pas de valeur. Tout ce qui est art africain n'est pas compétitif. Donc, du coup, il va falloir trouver quelque chose qui vient de l'Occident ou quelque chose qui vient d'ailleurs pour que ça soit de la qualité. Et donc, du coup, c'est, pour paraphraser ces personnes-là qui disent que nous sommes dans la préhistoire et que c'est eux qui sont dans l'histoire. Mais c'est ça que j'ai essayé de paraphraser pour après dire, vous venez de quel pays? Et le livre commence par pratiquement inviter le lecteur à rentrer dans le village des forgerons. Oui. Avec une chanson, mais également avec un message, des bruits de pas. Oui. On va regarder un extrait de tout cela mis en scène et ensuite on revient dans l'émission. Les bruits de pas m'appellent le cœur de l'espace. Des bruits de pas qui ne s'arrêtent pas, qui traversent l'espace de part en part, sans prendre le temps de poser, ni le pied, ni le souffle, ni même un regard. Et pourtant, quelque part au cœur du plus sacré de cet espace,
un arbre multimillénaire, brûle d'impatience de pouvoir transmettre ses secrets de vie. Au pied de l'arbre est assis un vieillard qui sait traduire les secrets. Et depuis tellement longtemps, le vieillard attend. Il attend quelqu'un à qui pouvoir confier les secrets. Et depuis tellement longtemps, le vieillard attend. Les bruits de pas qui ne s'arrêtent pas ne savent plus très bien d'où ils viennent. Les bruits de pas qui ne s'arrêtent pas ne se rappellent pas très bien où ils vont. Derrière est le vide, et encore plus de vide devant. Derrière est l'oubli, et tellement d'incertitude dedans. Au pied de l'arbre, le vieillard attend. Les bruits de pas qui ne s'arrêtent pas passent et repassent sans faire attention ni à l'arbre sacré, ni au vieillard. Parce qu'il faut que ça avance, parce qu'il faut que ça se modernise. Oui, tout le monde court après l'argent, mais hélas, l'argent choisit les poches qu'il préfère. Il est donc indispensable de développer chez vos concitoyens un appétit féroce, un appétit quasi carnivore pour tout ce qui est bien de consommation. Faut-il la maison à est-ce que vous voulez répondre à ça? Se mettre en colère? Non, surtout dans mon cas, quoi. Moi, je suis arrière-descendant des maîtres du souffle et du feu, et arrière-descendant des maîtres de l'espace et de la terre. Dans mon cœur, il n'y a pas la place pour la haine, la rage, ni la rancœur. Même essayer de comprendre, c'est compliqué. Vous vous rendez compte? Développer un appétit carnivore pour tout ce qui est bien de consommation. Mais comme disait mon grand-père, la destinée de tout carnivore est de finir dans le ventre d'un carnivore beaucoup plus féroce que lui. Pétéer petit pays pauvre très endetté. Bon, ce n'est pas parce que le chacal, la mauvaise haleine, qu'on doit lui interdire de bailler. C'est une manière de voir les choses. Mais attention, l'homme pauvre n'est pas celui dont les mains sont vides, mais celui dont l'âme est vide de toute conscience. Donc vous le dites, l'homme pauvre n'est pas celui dont les mains sont vides, mais celui dont l'âme est vide de toute conscience. Et donc pour vous, la pauvreté n'est pas matérielle? La pauvreté n'est pas matérielle. Pour moi, la pauvreté, elle est d'abord psychologique, spirituelle. Parce que quelqu'un spirituellement qui n'est pas bien placé ne peut pas conduire les choses. Imaginez quelqu'un spirituellement qui est pauvre et qui prend les rênes d'un pays, ça veut dire que ça conduit le pays dans un chaos. Donc c'est pour cette raison, la richesse d'un être d'abord, c'est la richesse culturelle, la richesse spirituelle, les connaissances que la personne a. Pour moi, c'est ça. Les connaissances que la personne a, et oui. Pour vous, ces connaissances doivent être contemporaines, et pour peu que ça aide l'Africain, ça aide l'homme noir à se moderniser. Pas forcément contemporaines. Les connaissances peuvent être aussi anciennes, mais ces connaissances anciennes peuvent nourrir les connaissances d'aujourd'hui pour qu'en fait nous puissions améliorer ce qu'il y a aujourd'hui. Vous l'avez dit, ouais. Il faut savoir tourner le dos au folklore oui. et à la superstition pour trouver une vraie place dans la mondialisation. Ouais. Pour vous, l'Africain ne peut pas échapper à cette donne. Parce que, en fait, quand tu vis dans un monde superstitieux, ça veut dire que tu vis dans la crainte, tu vis dans l'angoisse, tu ne peux pas vivre dans la créativité, tu ne peux pas vivre dans la compétitivité. Donc, du coup, nous sommes dans un monde compétitif, dans un monde de productivité. Pour pouvoir aller dans ce monde-là, vivre dans ce monde comme les autres, il faut que tu aies les mêmes armes. Vous dites, parce que pour tenir face à la concurrence, il faut être compétitif. Ouais. Et vous jouez avec le mot. Vous dites industriellement compétitif, technocratiquement compétitif, économiquement compétitif, complètement compétitif, rentabiliquement compétitif. Ouais. En même temps, il y a cette musicalité qui donne sens à la parole. À la parole. Oui, effectivement, parce qu'en fait, moi, je joue dans plusieurs pays où déjà mon accent est très difficilement
c'est très difficile pour d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude de mon accent. Donc il faut installer une certaine musicalité au niveau de la parole, une certaine musicalité et un rythme au texte qui permettra à la personne qui t'écoute de pouvoir être vraiment dans une ambiance pour pouvoir t'accompagner dans l'écoute et être dans le récit que tu es en train de raconter. Et moi, j'ai toujours l'habitude de mettre un rythme à tous les spectacles que je crée. Tous les spectacles que je crée, je donne un rythme spécifique au spectacle. Mais par rapport à Parole de Forgeron, il y a un rythme qui n'a pas... c'est pas le même rythme que j'utilise pour raconter habituellement. Parce qu'ici, c'est une parole forte qui a besoin d'une énergie forte pour l'accompagner. Une parole forte qui a besoin d'une énergie forte. Et vous l'avez dit, c'est pas que seulement la parole écrite, Ouais. mais la parole dite. Ouais. Et vous avez eu besoin, Oui. à côté du spectacle que vous jouez à travers le monde, d'écrire les paroles dans un livre. Pour vous, la parole à elle seule n'est pas pleinement indépendante pour s'assumer, pour assumer son destin. Si la parole, elle s'assume à elle seule, parce que depuis la nuit des temps, la parole a voyagé et la parole existe, la parole demeure. Tout a commencé par la parole. Mais maintenant, aujourd'hui, l'écriture permet de sauvegarder et de partager cette parole. Si la personne est à 1000 km, pourra prendre le livre et écouter cette parole qui est inscrite à travers les lignes. Mais maintenant, parlant de la parole en tant que telle, cette parole, c'est une parole vraiment qui traverse des âges et qui se suffit à elle-même. On n'a pas besoin d'autre chose. Parce qu'avant l'écrit, il y a la parole. Pour vous, il y a une origine mystique qu'on peut donner à la forge, bien que la forge soit physique, matérielle. Parce que la forge, pour d'autres personnes qui ne sont pas initiées, pensent que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais pour les initiés, nous, on ne confond pas, comme je le disais tantôt, les artisans, les Thaïlandais, ceux-là qui fabriquent les outils, ceux-là qui confectionnent les outils, comme ça. On ne confond pas ces artisans-là au maître du souffle et du feu. Parce que le maître du souffle, c'est celui-là qui a toutes les connaissances liées au feu, toutes les connaissances liées au souffle. Parce que la forge a besoin, l'enclume, l'inamovible enclume a besoin de ces deux éléments-là, le souffle et le feu, pour pouvoir vivre. Et quand on arrive dans un village, c'est le rythme de la forge qui active la vie, qui active les énergies et qui donne, qui envoie ces énergies positives pour permettre aux gens d'être dans la joie et dans la bonne humeur. Oui. Et quand on voit l'action, le soufflet, oui. Voilà, ça raconte souvent des histoires. On raconte des histoires à travers ces soufflets-là. Mais il faut aussi avoir une certaine initiation pour comprendre cela. Et quel genre d'histoire, par exemple? Et il y a tellement d'histoires. Il y a tellement d'histoires. Parce qu'en fait, le soufflet, selon la mythologie, le cuir qui encercle le soufflet, la forge là, celui-là, on raconte que c'est le premier cuir des artisans. Et maintenant, on dit que j'ai même raconté cette histoire, l'histoire du soufflet, dans le livre, qui raconte qu'au départ, voilà ce qui s'est passé. Quand j'étais petit, on a juste pratiqué un peu, mais aujourd'hui, je ne pratique pas. C'est mon père qui pratiquait normalement. Et aujourd'hui, moi, forgeron contemporain, c'est ça, je disais que moi, je forge les mots, je forme des histoires, je construis des histoires et je raconte pour passer le message. Mais la position, pour ne pas dire le statut du forgeron dans nos sociétés Mwaga, oui. D'où vous êtes issus, oui. n'est pas souvent une position unanimement à accepter. Oui. Tantôt, il y a un rejet, ouais. Tantôt, il y a une crainte. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, au niveau des forgerons, le problème, c'est que c'est une caste qui est complètement réservée à des gens spécifiques. Quand je dis spécifique, je vois aussi qu'en fait, dans la société Mwaga ou dans les sociétés où il y a les forgerons, toute l'économie du village tourne autour de ces personnes-là.
Parce que, en fait, quand il y a le forgeron, il y a la confection des outils, il y a aussi la confection des armes. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du fer, etc. Donc, ça veut dire que l'économie du village tourne autour de ces personnes-là. Et il y a aussi une connaissance approfondie du feu. Parce que le feu, c'est pas rien. Le feu, c'est quelque chose qui... Certains mystiques disent que l'origine de la vie, c'est le feu. L'origine de la vie, c'est le feu, mais il y a aussi, je voulais dire, le Dieu vivant. Parce que dans certaines cultures, Dieu est lié au feu. Dieu est lié au feu, et toutes les connaissances liées au feu, c'est très divin, et les gens ont peur des choses qu'ils ne connaissent pas. Et comme le forgeron, on dit que le forgeron traduit tout ce qui est connaissance du Dieu divin, de l'entité suprême, que je le traduis comme ça, ça veut dire que les personnes qui sont à l'écart, qui n'ont pas ces connaissances, ont peur de ça. Et donc, du coup, il y a des craintes, et ces craintes aussi peuvent se manifester par des rejets à la fin. Et vous avez porté la parole du forgeron, Ouais. comme pour dire que, au-delà de cette méfiance, des craintes ou peut-être certains préjugés qu'on peut avoir, le forgeron reste et demeure un être central de la société traditionnelle et qui aujourd'hui peut également être un être moderne. C'est pas société traditionnelle, même maintenant, le forgeron a toujours sa place. Même les outils qu'on utilise aujourd'hui, c'est ce que je disais dans mon livre, dans la préface, je disais qu'en fait, l'origine de la technologie aujourd'hui, c'est la forge. Parce que quand on part du four traditionnel au haut fourneau à la sidérurgie, on passe déjà à la vapeur, les machines à vapeur, aux machines électriques. Tout ça, c'est la forge qui a donné naissance à tout ça. Donc du coup, la forge, elle est toujours présente, mais à une autre dimension. La forge est présente à une autre dimension et vous l'avez écrit une dimension mystique, une dimension politique, une dimension également philosophique. On a plein de proverbes dans le livre, oui. Tout comme dans le spectacle. On a aussi le fait que quelque part, le forgeron se transforme en conteur. Est-ce que vous ne dévoyez pas votre rôle social? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que de toute façon, n'importe qui est conteur dans nos sociétés ici. Mais maintenant, en faire un métier, ça c'est autre chose. Mais maintenant, c'est comme ce que les conteurs ont l'habitude de dire qu'il n'est pas bien de parler de soi. Mais si tu n'as personne pour parler de toi, il faut le faire, sinon tu vas mourir inconnu. Parce que le métier de la forge, c'est un métier qui est en train de mourir aujourd'hui. Parce que les gens préfèrent aller, par exemple, acheter un couteau que d'aller acheter le couteau fait par le forgeron, parce qu'ils trouvent que ce n'est pas branché. Prendre un couteau de la forge, c'est considéré comme quelqu'un qui est toujours ancien, quelqu'un qui n'est pas d'actualité. Donc du coup... Mais il coûte cher. Le couteau du forgeron? Non, ça ne coûte pas forcément cher. Le couteau fabriqué par le Chinois me coûte 1000 francs. Oui. Le couteau du forgeron, 5000 francs. Pas forcément. L'écart est grand. Oui, mais l'écart est grand, mais on parle de la durabilité des choses. On achète des trucs chinois, ça finit en 2 jours, ça se gâte en 2 jours. On achète 1000 francs, 5 fois dans le mois, alors qu'on prend 5000 francs, on achète un couteau et le même couteau traverse des âges. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens préfèrent prendre le bruit que prendre quelque chose qui peut traverser les âges. Ouais. Et dans Parole du forgeron, il y a ce personnage, Paneyam, Oui. le vieux sage, Oui. qui porte un message de paix, de sagesse, mais Effectivement. également qui nous invite à la paix, et à la sagesse, à l'amour et à la solidarité humaine tout court. Oui, parce qu'en fait, dans Parole de forgeron, tout le spectacle parle de la paix. Parle de la paix, du respect de l'homme. Parce que ici, les conteurs ou n'importe quel conteur dans le monde, nous, en tant que conteurs, nous traitons les sujets de l'humain. On ne traite pas les sujets seulement de la forge ou les sujets de n'importe quelle société. Non, ce sont les sujets de l'humain. Et le sujet de l'humain, n'importe quel humain qui se trouve à l'extérieur du Burkina Faso ou partout dans le monde peut se reconnaître. Et pourquoi nous on parle de la paix? Parce que Paneyam, ici, au départ, a fabriqué un couteau. Et le couteau, au départ, selon la mythologie, est utilisé pour préserver la cohésion sociale. Petit à petit, ce couteau a été utilisé à contresens. Et après, maintenant, il y a une personne qui est morte. Et on dit
c'est la faute du forgeron. Et on veut inculper le forgeron en disant qu'il a fabriqué le couteau. Une arme voilà. Non, mais pour tuer. Non, pas pour tuer. L'arme, le couteau a été fait au départ pour prendre une poule, pour aller égorger sur l'autel sacré de la terre-mère, pour qu'il y ait harmonie et cohésion sociale entre les humains. Et maintenant, ce couteau a été utilisé, et puis on a amené une fille sur la place du Kéogo, et ils ont excisé une fille, et la fille est morte. Et donc maintenant, l'âme de cette petite fille, maintenant, qui va voir l'entité suprême pour demander à l'entité suprême, j'appelle à la barre les mains qui ont servi à m'envoyer dans ce monde. Les mains qui ont servi, c'est quoi? C'est non seulement la personne qui l'a tué, et il y a aussi le couteau. Et c'est depuis lors que Panayam a dit, non, maintenant, je consacre mon pouvoir. Et puis il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, l'activité principale de ce village est de canaliser et de limiter le plus possible la faculté de blesser du fer et d'accentuer son pouvoir d'aider l'homme à cultiver sa vie. D'accord. On va regarder juste un extrait avant de venir vers la fin de cette émission. L'extrait va concerner le vieux d'ailleurs Panayam. De l'autre côté, vers l'est, apparaît une ombre indescriptiblement difforme. L'ombre avance, saisit un enfant, l'avale, puis disparaît. Couché au pied de l'arbre, le grand-père sourit. Les enfants se précipitent vers le grand-père et disent, grand-père, il y a un monstre, il a avalé un de nos amis. Le grand-père dit, non, il n'y a pas de monstre. Retournez chanter. Les enfants se retrouvent encore sur la place du village. Et ils commencent à chanter. Sanabibi yo Panayam, Sanabibi yo Panayam, Kono Koshoni Yano Panayam, Korwim Konkong yo Panayam, Panayam ye Panayam. On l'a vu dans cet extrait du spectacle, il y a l'ombre qui fait peur aux enfants du village, comme pour dire que il y a toutes ces menaces aujourd'hui qui remettent en cause la quiétude de l'humain tout court. Mais en même temps, il y a la justice incarnée par le vieux sage Panayam qui a fini par avoir le dessus sur ces peurs, sur tout ce qui peut être inquiétude qu'on peut avoir de l'existence. C'est de ça que je parlais. Je disais qu'en fait, plus on connaît, plus on va dans la profondeur des connaissances anciennes, c'est de là qu'on peut puiser les remèdes efficaces aux problèmes que nous vivons aujourd'hui. Parce que quand on regarde réellement, Panayam qui dit aux enfants, allez-y chanter, et puis à l'ombre qui arrive, qui avale les enfants, le symbolisme de cela, c'est pour montrer, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la globalisation avale tout. Et tout ce qui est valeur morale, tout ce qui est valeur traditionnelle est détruite. Et maintenant, nous sommes face à un autre monde où tout doit être égaux, tout doit être pareil. Tout ce qu'on trouve, des gens assis tout droit, des gens qui réfléchissent tout droit. Et ça, c'est difficile. Moi, je dis que la qualité du monde, c'est sa diversité. Et c'est la diversité qui fait la richesse. Et d'où la nécessité de préserver la paix et la cohésion sociale. Effectivement. Et vous le dites et vous insistez dans le livre, notamment la dernière partie, le Collège des Sages, mais également vous terminez par la place du village, où pratiquement la vérité finit par se savoir, mais également la paix finit par être l'ultime et l'urgence vers laquelle les hommes doivent. Effectivement, parce qu'en fait, quand on regarde dans l'histoire, moi j'ai essayé aussi de montrer qu'en fait, c'est l'union, le respect de l'autre qui peut nous aider à trouver les vraies solutions. Parce que si on rejette l'autre, on ne connaît pas ses capacités, ses connaissances, ses expériences vécues. Et c'est très important pour l'être de ne pas pouvoir dire lui, l'autre, il est différent, l'autre, il est ça. C'est pour ça, dans le livre, j'ai dit, il y a une partie du livre où j'ai dit que celui qui déteste les étrangers épouse sa sœur, car au moins, elle ne vient pas d'ailleurs. Parce que nous sommes tous des passagers sur Terre. Ce qui est intéressant pour nous, c'est l'union. Et dans le livre, j'ai dit aussi, j'ai parlé de l'aiguille. Parce que l'aiguille, c'est le symbole du rassemblement. C'est le symbole de la cohésion.
Voilà. Et donc, du coup, cette aiguille-là, dans le livre, qui dit à la fin, l'aiguille est le plus petit outil de la forge, mais c'est avec la plus petite des aiguilles qu'on tisse le plus magnifique des costumes. Aujourd'hui, nous avons des costumes comme ça, vous avez votre costume, tout ça, c'est l'aiguille. La parole du forgeron est portée sur la place publique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Ce que je voudrais qu'on en fasse, c'est de pouvoir permettre à toutes les personnes qui n'ont pas encore eu la chance de lire le livre ou qui n'ont pas compris le rôle fondamental de la forge, qu'ils aillent à l'information pour comprendre les véritables histoires, les véritables, comment on peut dire ça, appeler les gens à pouvoir retourner à la source pour pouvoir chercher les connaissances concernant la forge. Le retour aux sources serait le prochain thème, certainement, qu'on va aborder avec vous dans votre prochain ouvrage. Le silence de la forge. Le silence de la forge et les attributs de la forge. Ouais. Merci à vous, KPG. Je rappelle que nous sommes installés à la médiathèque de l'Institut français, un espace de culture, mais aussi un espace de connaissances où on peut trouver environ 20 000 ouvrages et ensuite des DVD, 1400 environ, des CD et des journaux également et revues sont consultables sur place. Vous avez des ordinateurs avec accès sur Internet et votre spectacle aussi a été joué ici à l'Institut français. Effectivement, le spectacle a été joué à l'Institut français. Le mois prochain, on va faire une tournée aussi dans les instituts français au Maroc. Puis après, on va en France, puis en Macédoine, en Serbie, en Albanie. Merci KPG d'être venu nous parler des paroles de forgeron. Merci. Votre dernier ouvrage, en attendant certainement le prochain. C'est tout pour ce numéro de cet écrit. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine pour d'autres aventures autour de la littérature. Au revoir.